tous. Donc moi, je suis Laurent Ciodo, je suis conseiller caprin sur l'est de la Vendée et sur le 44 aussi depuis plusieurs années. Je suis aussi spécialisé dans le technico-éco, donc c'est le thème qu'on va aborder ce matin. Je vais vous présenter les résultats technico-économiques de 2019. Donc à la base, on devait faire une synthèse régionale qui devait être présentée à Caprinove. Mais compte tenu du contexte sanitaire, cette synthèse, elle n'a pas été faite, elle n'est pas terminée, elle n'est pas finalisée. Donc, on a repris les données de Synovia pour vous les présenter ce matin. Donc, ça sera exclusivement une synthèse Pays de Loire pour aujourd'hui. Donc, je vais donc faire la présentation de cette synthèse et si vous voulez, vous pouvez poser vos questions, vous les posez par écrit et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, je vais démarrer le diaporama. Ah. On a un écran noir, Laurent? Ça donne quoi chez toi? J'ai un écran noir aussi. Alors, j'ai fait partager un média. Oui. Choisir ce média et c'est le bon. Et j'ai toujours un écran noir. Tu refermes, on va réessayer. Je referme comment? Tu refermes Oui. le partage d'écran. Ok, je réessaye de le prendre. Partager un média. Attends. Non, ça marche pas. Ah, c'est bizarre, ça marchait tout à l'heure. Je viens de voir, j'arrive. Ouais, ça marchait aux essais, ça marche plus. Bon, excusez-moi. Peut-être, je vais essayer de le recharger. On s'excuse pour le contretemps. Ça avait bien fonctionné jusque-là. Celui-là. Parce que vous parlez de chiffres, si en plus on n'a pas de, de support. Et si je me déconnectais, Bon, donc c'est bon. Donc vous avez le document à l'écran. Donc ce sont les résultats de 2019. Donc je disais des Pays de Loire. Alors on va commencer par des critères un peu généraux. Donc en fait, cette année, pour 2019, il y avait 37 élevages qui ont participé au CapTech. Donc c'est un échantillon un peu différent de 2018. Il y a quelques élevages en moins et il y a des nouveaux élevages qui se sont rajoutés au groupe. Donc c'est pour ça que les données générales sont sensiblement les mêmes, mais peuvent différer un petit peu. Donc on a des élevages qui sont en moyenne à un peu plus de 100 hectares de SAU, dont les 2 tiers en SFP. Ça représente 67 hectares et demi de SFP. Et on a
11 chèvres par hectare de SFP. Ça, c'est les chèvres par hectare de SFP, c'est des données qui varient peu depuis plusieurs années. On a 3 UTH par exploitation et 380 chèvres. Il faut compter, en 2019, il y avait 1,8 UMO caprine. Donc, ça représentait, on était à 210 chèvres donc par UMO caprine. Le lait produit, il est autour de 345 000 litres de lait produit pour 147 chevrettes de gardées. Donc, on a un taux de renouvellement qui est élevé, mais quand on prend le nombre, ça peut paraître élevé, on a 39,4% de taux de renouvellement. Mais en fait, quand on compte les chevrettes présentes sur un an, donc il y a toutes les chevrettes, il y a aussi celles qui sont vendues pour certains, qui peuvent être gardées 2 mois, voire plus. Et il y a aussi les chevrettes qui mettraient bas à 13 mois. Donc certains élevages peuvent avoir 2 générations de chevrettes en même temps. Donc c'est pour ça que le taux de renouvellement, le nombre de chevrettes peut paraître un peu élevé. Je disais donc qu'on était à 210 chèvres par UMO caprine. Alors, je suis remonté en 2014, on était déjà à 200 chèvres par UMO caprine. En fait, c'est un chiffre qui évolue très peu dans le temps. On est entre 200 et 220 depuis des années. Et en fait, les structures augmentent. En 2014, il y avait 318 chèvres par élevage. Aujourd'hui, on est à 380. Donc, en fait, les structures augmentent, mais le nombre d'UMO qui est mis en face au niveau caprin augmente aussi. On se dit, oh là là, les troupeaux sont en train de grossir. Au niveau travail, ça ne peut pas passer, mais en fait, les éleveurs, vous adaptez, quoi. Vous mettez le personnel qu'il faut en face. Alors, sur ce deuxième graphique, on a des critères plus techniques. Donc, en moyenne, les élevages ont produit 900 litres de lait. Donc, 900 litres de lait en moyenne, c'est une très bonne moyenne laitière. Par contre, ça masque des disparités. On voit que ça va du simple au double, de 630 litres pour le minimum à 1360 litres livrés pour le maximum. Pour les concentrés, c'est un petit peu le même constat. On est à 514 kg par chèvre et par an. Donc, quand on parle de 514 kg par chèvre et par an, ça comprend les concentrés, les déshydratés, chèvres seulement. Là, les concentrés déshydratés chevrettes sont mis à part. Et là aussi, on a des disparités. Ça va du simple au triple. On va de 320 kg par chèvre et par an, soit un peu moins d'1 kg par chèvre, à 890 kg par chèvre et par an. Et là, on est à près de 3 kg par chèvre distribué. Alors, quand on ramène au litre de lait, on est à 585 grammes pour faire 1 litre de lait. Et là, on va de 350 grammes par litre à 1 kg au litre. Et ensuite, on voit aussi que ça a évolué par rapport à l'an passé. On a un petit peu plus de concentré distribué par chèvre et au litre de lait. Donc, l'année dernière, on avait des fourrages qui étaient certainement un petit peu moins bons en qualité. Et on a aussi une conjoncture qui est favorable. Et je pense que les éleveurs sont un petit peu moins regardants aux quantités distribuées quand la conjoncture est bonne. Il y a certainement un peu plus de gaspillage. En ce qui concerne les concentrés distribués aux chevrettes, là aussi, il y a des grosses disparités. On va de 116 kg par chevrette à 319 kg par chevrette. Alors là, c'est vraiment la conduite de l'élevage de chevrettes qui conditionne ces quantités. Quand on est dans les données plutôt basses, on a plutôt affaire à des élevages qui intègrent rapidement du fourrage grossier tel que de l'ensilage ou de l'enrubanage à leurs chevrettes, alors que pour les élevages qui sont plus gourmands en concentré pour leurs chevrettes, on a une conduite à volonté qui dure plus longtemps en début de phase d'élevage, avec des conduites à volonté qui peuvent aller jusqu'à 5 à 6 mois d'âge. Et il y a aussi l'effet
l'effet pour les élevages où les chevrettes mettent bas un peu plus tard, où là, il y a un peu plus de concentré de distribué. Concernant les taux maintenant, on voit que les taux ont très peu évolué en un an. On est à 38,8 en TB contre 38,9 l'année dernière et 33,9 de TP contre 33,8 l'an passé. Donc, il y a une faible évolution des taux en 2019. Par contre, si on regarde les minimums et les maximums, là encore, on voit qu'il y a 10 points d'écart sur le TB. Alors, selon la laiterie, ça correspond à de 35 à 70 euros d'écart sur la paille de lait, 1000 litres. Et sur le TP, on va de 31,5 à 37,2. Donc là aussi, il y a près de 6 points d'écart et là, ça représente aussi une soixantaine d'euros en termes de prix du. Okay. Donc là, c'était des critères plutôt d'ordre généraux et plutôt techniques. Maintenant, on va regarder au niveau économique ce que ça a donné en s'attardant un peu plus sur les charges, les produits pour arriver à la marge brute. Alors, sur ce tableau, donc à droite, on a la colonne des produits et à gauche, on a la colonne des charges. Donc, si on regarde en haut des colonnes, donc on a le produit total à 1000 litres. Donc, on est à 804 euros des 1000 litres en produit. Ça représente 26 euros de plus que l'an passé. Sur la colonne en haut à gauche, on a les charges opérationnelles à 326 euros. Et là, donc, il y a plus 6 euros de charges opérationnelles. Et donc, on arrive à une marge brute qui a progressé de 20 euros pour 2019 et on est à 478 euros des 1000 litres. 478 euros des 1000 litres, c'est une bonne marge brute aux 1000 litres. Pour rappel, en 2014, on était en sortie de crise. Je remonte encore 5 ans en arrière comme tout à l'heure. On était en sortie de crise et la marge brute aux 1000 litres était de 412 euros. Alors, il y a eu une bonne progression de la marge brute, principalement par le prix du lait qui a progressé durant cette période, mais aussi par une bonne maîtrise des charges opérationnelles. Problème de connexion, excusez-moi. C'est bon, Laurent, c'est bon, tu es revenu, on t'entend. Ah non. Ah. Eh ben, je retourne voir ce qui se passe. Ah, c'est bon. Je pense que c'est bon là. Tu peux me faire signe, Antoine, par un signe de tête, si c'est bon? Ok, ça marche. Ouais, j'ai été déconnecté, excusez-moi. Donc là, je vais m'attarder sur la colonne de droite. Je ne peux pas pointer avec la souris. C'est dommage parce que quand on parle de chiffres, j'aimerais bien vous les montrer en même temps, mais je ne peux pas. Donc sur la colonne de droite, sur les produits, donc le produit lait s'élève à 734 euros. Donc le produit lait, ça représente 91% du produit total. Il est en hausse de 15 euros pour 2019. Alors, c'est important de faire attention. Tout à l'heure, on voyait avec les taux qu'il pouvait y avoir des grosses différences de prix. C'est vrai que le produit lait, c'est quand même c'est plus de 90% du produit global. Donc, c'est vrai que la qualité est importante. Après, on a un poste qui peut être non négligeable aussi, c'est le poste reproducteur que vous voyez en vert. Donc, il est à 19 euros des 1000 litres, mais ça va de moins 27 euros pour les élevages qui achètent des reproducteurs et qui n'en vendent pas, jusqu'à plus 130 euros pour ceux qui vendraient des chevrettes et des petits boucs. Donc, en fait, ça peut être aussi une façon d'optimiser ces produits,
c'est de faire de la vente de reproducteurs. Alors, pour faire de la vente de reproducteurs, il faut déjà investir dans la génétique aussi, et puis il faut avoir de l'espace pour élever les animaux et du temps. Après, sur les autres critères, on voit la variation d'inventaire qui est à 14 €. Donc ça nous montre que les élevages sont toujours en croissance. On le voit tous les ans quand on présente les résultats Captech, on voit que la variation inventaire a tendance à être positive et ça montre une dynamique où les élevages continuent à croître. Alors sur les charges, donc là je passe sur la colonne de gauche. Donc en bleu, on voit l'alimentation. Donc l'alimentation, elle est à autour de 234 € des 1000 litres. Elle est stable par rapport à l'année dernière. Ça représente, là aussi, c'est le poste de charge le plus élevé dans vos élevages. Ça représente 71% des charges. Et là aussi, il y a des gros écarts. Ça va de à peine 100 € des 1000 litres pour les plus économes à près de 400 € pour pour ceux qui utilisent le plus de concentré et qui achètent plus. Si on détaille cette alimentation, on voit donc la charge principale, hein, c'est les concentrés achetés et produits. Ensuite, on a le déshydraté qui représente 5 €. 5 €, c'est pas important, mais en fait, il n'y a que 8 élevages sur le groupe qui utilisent des déshydratés. Et pour ces 8 élevages-là, l'achat de déshydraté représente 20 € des 1000 litres. Et concernant l'achat de fourrage, là aussi, il y a 12 élevages qui ont procédé à de l'achat de fourrage sur le groupe. Après, donc tout à l'heure, je disais que les charges avaient augmenté. Ce n'est pas les charges alimentaires qui ont augmenté, c'est les charges de troupeau. Et sur les autres charges de troupeau, en ce qui concerne les charges véto, les charges repro et le contrôle de perf, ça a peu évolué. L'évolution, c'est les autres charges qui sont passées de 30 € à 38 €. Alors, quand on parle d'autres charges, donc elles ont augmenté de 7 €, c'est tout ce qui concerne la paille, le petit matériel, l'entretien de la machine à traire. Ça peut être aussi les taxes et les cotisations diverses. Et donc, ensuite, au niveau, pour compléter les postes de charge, il y a la SFP qui représente donc les coûts de SFP, les coûts de culture, qui représentent 14 € des 1000 litres. En conclusion, on peut dire qu'on a un prix du lait qui permet une progression de la marge pour cette année et cette progression de la marge a été aussi permise par une bonne maîtrise des charges. Alors là, on a classé les élevages qui avaient des marges brutes, on les a classés par classe de marge. On a sorti 4 classes de marge. On a trié les élevages qui avaient moins de 400 € de marge brute au 1000 litres, les élevages entre 400 et 500 € au 1000 litres, les élevages de 500 à 600 et les élevages à plus de 600. Donc en fait, si on compare les deux premières lignes, les élevages de moins de 400 € et ceux de 400 à 500 €, donc il y a 11 élevages qui sont concernés par classe de marge. En fait, on a une marge brute au 1000 litres, on a 70 € de différence de marge brute, alors que le prix du lait est le même. Et en fait, les élevages entre 400 et 500 €, ils font la différence sur la quantité de lait. Ils ont 50 litres de plus et ils font aussi la différence par une charge alimentaire, une charge d'alimentation qui est plus faible. On est à 222 € des 1000 litres avec la SFP contre 286 € pour les élevages moins efficaces. Alors, en fait, les élevages qui ont moins de 400 €, ils se retrouvent à avoir plus de chèvres pour pouvoir maintenir quand même une marge par UMO qui reste toutefois plus faible que les marges que l'autre classe de marge. On est à 77 000 € de marge brute par UMO caprine contre 93 000 pour la deuxième catégorie. Après, quand on regarde la troisième ligne, c'est les élevages de 500 à 600 €. Eux, ils n'ont pas plus de lait, ils ont la même quantité de lait que les moins efficaces. Par contre, eux, ils
ils sont aussi efficaces au niveau alimentaire que la deuxième catégorie, avec une charge alimentaire à 227 €. Par contre, ils ont une marge qui est plus élevée, c'est parce qu'ils vendent des reproducteurs. En fait, quand on regarde les produits de ces élevages-là, la part du lait sur le produit représente 85%. Donc, ça veut dire qu'ils ont 15% de produits qui est par la vente de leurs producteurs et par les variations d'inventaire, alors que la classe de marge entre 400 et 500 €, ils sont à 94% du produit fait par le lait. Donc, on voit bien que ces élevages, ils se démarquent, c'est pas par la production laitière, mais c'est bien plutôt par de la vente de reproducteurs. Et la dernière catégorie, c'est les élevages à 600 € et plus. Et là, c'est 3 élevages qui sont en agriculture biologique. Donc, eux, ils font moins de lait et ils ont un coût alimentaire qui est un peu plus élevé, comme les concentrés sont plus élevés. Par contre, le prix du lait fait la différence et ils arrivent à sortir une marge brute par humocaprine à 95 000 €, alors qu'ils ont 50 chefs de moins que les autres groupes. Donc, c'est pas du tout la même conduite, donc on peut pas trop les comparer aux autres éleveurs. Après, on voit bien sur la dernière colonne à droite que la marge par humocaprine, entre 400 et à plus de 600 €, on est à plus de 90 000 € par UMO, donc on a des marges qui sont tout à fait correctes. Après, c'est vrai que pour les élevages à moins de 400 €, on est à moins de 80 000 € par marge brute par humocaprine. Là, c'est un petit peu plus juste pour ces élevages-là. Alors, ça nous amène maintenant sur ce graphique. Donc là, c'est la marge brute divisée par le produit. En fait, c'est un critère qu'on utilise régulièrement, qui montre l'efficacité d'un système. En fait, l'objectif, c'est d'être à 60% de marge brute sur produit. Alors, on voit en 2016, on était à 61% et depuis, on a toujours on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Il est toutefois en progression depuis 3 ans et pour 2019, on y était presque. Hop là, ça a été un petit peu vite. Alors sur cette nouvelle diapo, alors là, ce tableau, on a repris les résultats en différenciant les systèmes alimentaires. Donc, on a ressorti les résultats pour les élevages en ensilage de maïs, en foin, en verre à pâturage et ceux qui utilisent de l'enrubanage et de l'ensilage d'herbe. Alors, quand on regarde à droite, il y a les résultats sur les deux colonnes de droite, il y a les résultats 2019 comparés à ceux de 2018. Alors, on retrouve bien, donc c'est les chiffres en bleu, notre écart de marge brute au 1000 litres où on a 20 € de plus que l'année dernière et notre coût alimentaire qui est stable où on est à 248 € de 1000 litres en coût alimentaire contre 249 l'an passé. Donc après, selon les systèmes alimentaires, il y a plus de 40% des élevages de l'échantillon qui travaillent en ensilage de maïs. Ça représente 16 élevages. Et pour les 3 autres catégories, on a 6 élevages représentés. Alors, les élevages en ensilage de maïs ont plus de chèvres globalement et ils ont un coût alimentaire qui est inférieur. On voit ils sont à 210 € des 1000 litres. C'est eux qui ont le coût alimentaire le plus faible. Et après, quand on regarde sur les laits par chèvre, il y a les élevages en ensilage de maïs et ceux en enrubanage qui sont à plus de 900 litres livrés, alors que les élevages en foin et verre à pâturage sont un petit peu inférieurs. Donc, les élevages en bio sont dans les verres et pâturages et dans les élevages foin, il y a un élevage qui est mixte, ce qui fausse un petit peu les données de ce groupe-là. Alors, sur le lait, on voit qu'il y a plutôt des meilleurs résultats pour les enrubanages et les ensilages de maïs. En ce qui concerne les taux, on a des résultats qui sont surprenants parce qu'on dit tout le temps que les rations ensilage de maïs font plus de matière grasse que les autres rations. Et là, quand on regarde, en fait,
toutes les résultats sont très, très homogènes. Il y a très peu d'écart, que ce soit pour le TB ou le TP, il y a très peu d'écart entre les systèmes. Et donc ça, c'était une surprise quand on a sorti les résultats. Après, sur les quantités d'aliments distribués, donc forcément, les verres et pâturages distribuent moins de concentrés. Et au contraire, ce sont les rations à base de foin et d'enribanage qui sont les plus gourmandes en concentré, que ce soit en kilos par chèvre ou en grammes par litre. Le prix du lait, donc c'est là qu'on voit l'effet des élevages en bio et des mixtes. Sur le prix du lait, on voit que les élevages en ensilage de maïs et en enrubanage sont autour de 700 €. Donc les élevages en foin sont un peu plus élevés. C'est aussi dû à l'élevage mixte, et les verres et pâturages, en raison de la présence d'élevage bio, eux, sont à plus de 800 €. Alors ça nous donne des marges brutes. Donc comme il y a une bonne maîtrise des charges alimentaires, les élevages en ensilage de maïs ressortent avec une marge brute à 470 €, alors que les élevages en enrubanage et ensilage d'herbe, qui eux consomment un peu plus de concentré, sont à 415 €. Alors que je reviens sur mon critère en dessous, donc la marge brute sur produit. Les élevages ensilage de maïs sont efficaces avec plus de 60% de marge brute sur produit, tout comme les élevages verts et pâturage. Par contre, les élevages à base de foin et d'enrubanage et d'ensilage d'herbe, eux, sont moins efficaces. Bon, je suis désolé, c'est que des chiffres, c'est un peu lassant. J'espère que vous arrivez toujours à me suivre. Donc là, on a refait des groupes, on a essayé de voir s'il y avait un impact du… Laurent, Oui. C'est bon, vas-y, continue. Ouais, non, mais ça, je sais pas pourquoi ça coupe de temps en temps. Mais là, c'est bon. Donc là, on a trié, sur cette diapo, on a trié les élevages qui étaient en IA et ceux qui étaient donc en saillie naturelle. Donc on a deux groupes homogènes. Sur le groupe, il y a 18 élevages qui pratiquaient l'insémination et 17 qui, eux, utilisent des boucs de ferme. Sur le nombre de chèvres présentes, on est à peu près homogène, 385 contre 367 chèvres présentes. Par contre, on voit l'impact sur le lait de la pratique de l'IA. Alors, c'est peut-être aussi des élevages, quand on commence à faire de l'IA, c'est aussi peut-être qu'on maîtrise bien tout le reste, et notamment l'alimentation. Mais il y a quand même 125 125 litres de plus pour les élevages qui pratiquent l'IA, avec 961 litres livrés. Alors, un effet certain de l'IA, c'est sur le TP. On sait que le taux protéique est plus génétique. Et là, on a 0,6 points de TP en plus pour les élevages qui pratiquent l'IA. Et donc, par contre, où j'ai été un petit peu surprise, c'est au niveau efficacité alimentaire, on est identique. On est autour de 581 grammes par litre de concentré déshydraté pour faire 1 litre de lait, qu'on soit en saillie naturelle ou en IA. Alors après, on a essayé de ressortir une marge repro entre guillemets. On a pris le produit repro des élevages et le coût de la repro. Donc on voit les élevages qui inséminent sont à 12,70 € par chèvre de coût de repro, contre 1,50 € pour ceux qui ne font pas d'IA. Mais par contre, ils vendent des reproducteurs et ont un produit repro qui s'élève à plus de 31 € par chèvre, contre à peine 1 € pour les élevages saillies naturels. Donc, ça nous donne une marge repro de 19 € pour les élevages à l'IA et qui est négative de 3 € pour les autres. Et en fait, on voit que les éleveurs qui pratiquent l'IA, certes, il y a un coût, mais ils en tirent aussi ils arrivent à en tirer du bénéfice en vendant des reproducteurs. Alors, on arrive à une marge brute par chèvre qui est à 455 € pour les élevages qui pratiquent l'IA. Donc, il y a une meilleure
il y a une meilleure marge au millilitre et il y a aussi plus de lait livré par chèvre, contre 400 € pour les élevages qui ne pratiquent pas l'IA. Et quand on ramène ça en marge brute par UMO caprin, on arrive à 94 000 pour les élevages qui pratiquent l'IA et 7 000 € de moins pour ceux qui sont en saillie naturelle. Donc, globalement, j'ai calculé aussi que les élevages qui pratiquaient l'IA étaient autour de 200 chèvres par UMO, alors que les élevages en saillie naturelle sont plutôt autour de 220 chèvres. Donc, il y a 20 chèvres de plus. Les élevages en saillie naturelle, le fait de faire de l'IA, ça permet aussi, comme il y a plus de lait, de pouvoir avoir moins de chèvres pour atteindre ses objectifs. Voilà pour l'IA. Après, on a ressorti encore un autre graphique sur les systèmes d'exploitation, parce qu'en fait, on a 3 grands systèmes d'exploitation au niveau des éleveurs de Synovia. Il y a les livreurs et grandes cultures, ceux qui sont livreurs avec des herbivores, et la dernière catégorie, les livreurs spécialisés. Donc, dans le premier groupe, il y a 10 élevages en livreurs et grandes cultures, 15 élevages pour les livreurs avec d'autres herbivores, et les spécialisés, on est à 7 élevages. Alors, les spécialisés, globalement, la ligne du bas ont moins de surface et moins de chèvres. Les spécialisés, c'est aussi là qu'on va retrouver nos agriculteurs les agriculteurs en agriculture biologique. Ils ont moins de chèvres par UMO caprine et ils font un petit peu moins de lait globalement que ceux qui ont des herbivores. Après, alors excusez-moi, les livreurs et grandes cultures, donc là c'est plutôt des élevages céréaliers. On a des éleveurs qui sont en ration sèche et qui utilisent leurs céréales. On voit ils ont moins de lait que les autres, ils ont plus de chèvres. Par contre, ils ont plus de chèvres par UMO, surtout, ils sont à 255 chèvres par UMO. Et ce qu'on voit chez eux, c'est qu'ils sont autonomes à 63%. Et en fait, ils utilisent, oui, c'est donc les éleveurs qui utilisent principalement leurs céréales. Et on a une marge brute qui est à 485 € par millilitre. Les livreurs et les autres herbivores, eux, c'est des éleveurs qui sont beaucoup plus intensifs. On est à 965 litres de lait par chèvre. Globalement, c'est des éleveurs qui vont trier leur fourrage. Les meilleurs fourrages vont aller aux chèvres. Ils ont un petit peu moins de chèvres et eux, ils cherchent la production, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher en alimentation. Et là, on arrive à 466 € par millilitre en marge brute. Et on voit bien, ils sont moins autonomes. On est autonome qu'à hauteur de 50% en autonomie globale. Alors, maintenant, on va faire un point, le point qui était prévu au niveau des synoviales et donc de la visite qui était prévue à l'ERL Guignard-Lamy. On devait faire un petit focus sur l'autonomie alimentaire parce que c'est un point que eux, ils travaillent chez eux. Donc, on a trié les élevages qui ont fait des CapTech et donc on a 15 élevages qui sont inférieurs à 55% d'autonomie globale. Donc 90% d'autonomie sur les fourrages et seulement 4% sur les concentrés. Et on a un deuxième groupe où il y a 15 élevages qui, eux, ont une autonomie supérieure à 15% et une autonomie supérieure à 55% globale avec 97% d'autonomie sur les fourrages et 37% sur les concentrés. L'ERL Guignard-Lamy, elle, est autonome à 73% en autonomie globale, donc ils ont une très bonne autonomie, ils sont autonomes à 100% sur les concentrés et 35% pour 100% pour les fourrages, pardon, et 35% pour les concentrés. Donc là, je vais vous passer le témoignage d'Elsa concernant les CapTech. Elsa Lamy, donc en ERL avec mon conjoint Cyril Guignard, installé sur la commune de Saint-Pierre-du-Chemin en Vendée. Donc depuis 6 ans, nous avons un élevage de 300 chèvres, ça naine, avec 70 hectares de surface.
dont 10 hectares de culture de vente. Alors, le suivi CapTech permet de définir nos points faibles et nos points forts. Donc, nos points forts, c'est sur l'autonomie alimentaire par rapport à la surface et au matériel disponible. Et nos points faibles, plutôt sur la valorisation du prix du lait et la qualité du lait au niveau des cellules et du TP. Oui, ça nous a conforté dans notre réflexion du passage en bio avec l'utilisation des métailles et de notre tourteau de colza fermé. Donc voilà pour le témoignage. Donc je reviens sur le tableau, donc sur l'autonomie globale des exploitations. Donc on a 15 élevages qui étaient inférieurs à 55% d'autonomie globale et 15 élevages supérieurs à 55%. Donc en nombre de chèvres, on est identique à 2 chèvres près. Par contre, les élevages qui sont plus autonomes font moins de lait. On a 895 litres de lait livrés contre 935. Ils ont aussi moins de taux. Il y a 1 point de TB en moins et 0,4 points de TP. Et par contre, ils ont un prix du lait qui est le même. Alors, malgré qu'il y ait moins de taux, le prix du lait elle-même, ça s'explique parce que dans les élevages qui sont supérieurs à 55%, on retrouve là encore nos élevages en agriculture biologique. On voit le fait d'être autonome, on voit que ça a un effet sur les concentrés, sur le coût des concentrés, sur les quantités et le coût des concentrés. On est à 162 € des millilitres en coût de concentré quand on est autonome, contre 218 € pour millilitre pour les élevages moins autonomes. Le coût alimentaire, avec la SFP comprise, on arrive à 256 € des millilitres pour les moins autonomes, alors qu'on est à peine à 200 € pour les plus autonomes. Donc en fait, ça nous donne une marge brute qui est supérieure pour les élevages plus autonomes. On est à 479 € de marge brute au millilitre contre 427 € des millilitres. Et on a une meilleure efficacité à 62% de marge brute sur produit. Quand on ramène à l'unité de main-d'œuvre, on est un petit peu inférieur sur les élevages plus autonomes qui utilisent plus de personnel. Donc, on est à 87 000 € de marge brute par UMO caprine contre 93 000 pour les élevages moins autonomes. Alors, à côté de ça, il y a… Ah, j'ai dit une bêtise parce qu'en fait, les élevages bio, on les a séparés. Ils sont sur la droite. Donc, ils ne font pas partie des 15 élevages supérieurs à 55%. Donc, les élevages bio, ils font moins de lait. Il y a 100 litres de moins. Et ils ont un prix du lait qui est plus intéressant. Et c'est vrai que même avec 100 chèvres de moins dans l'élevage, on arrive à une marge brute par UMO caprine qui est à 94 000 €, qui est identique aux élevages moins autonomes. Alors, sur la dernière colonne à droite, on va revenir sur l'élevage Guignard-Lamy qu'on devait visiter. Donc, c'est un élevage qui a 300 chèvres. Ils ont une ration qui est à base d'ensilage de maïs, d'enrubanage et de foin. Donc, depuis cette année, ils ont fait pâturer les chevrettes pour essayer. Donc, c'est un élevage qui se pose des questions concernant l'agriculture biologique et qui est en réflexion en ce moment. Ils utilisent du triticale, du pois et du colza gras de leur exploitation. Et ils achètent uniquement du correcteur et un peu de chèvre laitière. Donc, on voit sur les résultats techniques que l'élevage est pénalisé par la production laitière. C'est ce que disait Elsa lors de son témoignage, avec 785 litres de lait. Et elle est aussi pénalisée par son TP, qui est à 32,3, alors qu'on est à près de 34 points pour les autres élevages. Donc, ça donne en fait un prix du lait qui est plutôt faible. Et on arrive à une marge brute à 1000 litres qui est correcte. On a 450 € des 1000 litres. Ça reste une bonne marge brute aux 1000 litres. Mais comme ça manque de lait par chèvre, eh ben, du coup, on a une marge brute par UMO qui est un peu faible, à 67 000 €. Donc, en fait, c'est ce que je disais à Elsa. En fait, tu as des résultats qui se rapprochent, des résultats, une conduite qui se rapproche fortement des éleveurs en agriculture biologique. Sauf que tu bénéficies pas du prix du lait en agriculture biologique. Et c'est vrai ils sont en réflexion et bon, je pense que ça va aboutir
dans ce sens-là. Donc, une des particularités de l'élevage, c'est d'utiliser du tourteau de colza. Ils utilisent, ils ont remplacé en fait une partie du correcteur par du tourteau de colza. Donc, ils récoltent le colza et ils ont une presse qu'ils ont bricolée eux-mêmes et ça leur permet, ils récoltent, ils font environ entre 20 et 25 quintaux à l'hectare de colza. Il y a un rendement, ils font 2 tiers de tourteau et 1 tiers d'huile. Donc l'huile est vendue à un voisin qui a des bovins à l'engrais et on avait calculé au niveau rentabilité que s'ils vendaient pas cette huile, en fait, économiquement, c'était pas forcément rentable de garder le colza et ils auraient mieux fait, il vaudrait mieux le vendre à la coopérative que de l'utiliser. Mais en fait, eux, c'est dans leur idéologie, c'est de vraiment d'utiliser les produits qu'ils ont chez eux et de les valoriser. Donc, il y a une deuxième partie du témoignage d'Elsa concernant le colza, donc je vais le passer maintenant. On cultive 6 hectares de colza sur la ferme que l'on presse grâce à une presse artisanale pour un rendement de 1 tiers d'huile, 2 tiers de tourteau que l'on distribue aux chèvres à hauteur de 150 grammes par jour. Alors, nous avons marqué des chèvres en meilleure santé, avec un meilleur état et un beau poil. De plus, les chèvres le mangent bien, ce qui nous conforte dans notre autonomie alimentaire. Alors, niveau rendement, on est entre 20 et 25 hectos par hectare. Et l'huile, nous la vendons à un éleveur qui engraisse des bovins. Alors voilà pour le témoignage. Donc, concernant l'autonomie alimentaire, on avait fait une deuxième petite diapo. Donc, cette diapo, on a essayé de voir l'autonomie alimentaire selon les systèmes. En fait, on se rend compte que les éleveurs en ensilage de maïs sont autonomes à hauteur de 54%. Et ils sont autonomes à 16% sur les concentrés. Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éleveurs en ensilage de maïs qui utilisent quand même un petit peu de céréales en complément de l'ensilage. À l'inverse, moi je m'attendais pour les enrubanages et les élevages en ensilage de RGI à avoir une utilisation importante de céréales et c'est pas le cas. On est seulement à 4,3% d'autonomie en concentré. Alors, sans surprise, par contre, les élevages en foin et en verre et pâturage sont les plus autonomes. Donc, les élevages en foin, c'est les élevages que j'évoquais tout à l'heure, c'est principalement des céréaliers. Hein. Donc, ils utilisent le maïs grain qu'ils produisent sur leur exploitation et ils sont autonomes à hauteur de 28% sur les concentrés. Et les verres et pâturages donc sont autonomes, eux, à 45% sur les concentrés. Et c'est eux qui ont la meilleure autonomie avec près de 75% d'autonomie globale. Après, sur le groupe, la totalité des élevages sont quasiment autonomes sur les fourrages. On est à 95% d'autonomie globale sur les fourrages. Il y a très peu d'achats de fourrage de fait dans les élevages du groupe. Alors, j'en ai fini pour les CapTech. Alors maintenant, je vais évoquer, c'est un nouvel outil qu'on a à disposition, qui a été mis à disposition pour les conseillers caprins de Synovia. En fait, historiquement, en Vendée, on faisait des coups de concentré et en Vendée et Charente-Maritime, on faisait du coup de concentré. Maine-et-Loire et Loire-Atlantique, sur le reste de la zone, eux, ils avaient un outil qui s'appelait Pays de lait, où ils rentraient les pays de lait et aussi un coup de concentré à côté. Donc là, on a un nouvel outil qui a été fait, qui est testé depuis le milieu de l'année. Donc cet outil permet de lier et les pays de lait et les concentrés et l'alimentation
consommés par les chèvres. Donc on est remonté, sur le tableau, on voit c'est le récapitulatif qu'on pourrait avoir tous les mois, parce qu'en fait tous les mois les données sont compilées et elles sont envoyées sur un fichier commun, et après c'est centralisé, et puis il y a des moyennes d'établis, et donc nous on aura, en tant que conseiller, on aura à notre disposition toutes les moyennes qui auraient été faites les mois précédents. Donc l'idée, c'est de relever les payes de lait des élevages qui seraient volontaires, hein, et les quantités de concentré et de fourrage consommés pour avoir en fait un coût alimentaire dynamique. Et donc là, on en est au tout début, hein, on est en phase de déploiement. Donc sur les 5 premiers mois, en fait, ça a été plutôt des tests. On a repris des données qu'on avait, on a essayé de compiler, voir ce que ça donnait. Et depuis le mois de juin, juillet, là, c'est vraiment les coûts alimentaires que l'on envoie en instantané. Alors, si on voit sur le tableau, il y a le nombre d'élevages en haut. Ça nous permet de nous sortir une marge sur coût alimentaire, un prix du lait, un coût alimentaire rendu à l'auge. On a aussi le coût des fourrages, c'est des coûts moyens qu'on prend avec des charges de structure. On a le coût de concentré, donc là, c'est les concentrés qu'on rentre en fonction de la ration qui est distribuée. Et en fonction du nombre de chèvres qu'on va indiquer au niveau du nombre de chèvres présentes et du nombre de chèvres traites, on va arriver à sortir un lait produit par chèvre, un TB et un TP. Après, quand on donne le rendu éleveur, on a des tableaux de synthèse où il va pouvoir se comparer et où il va voir l'évolution de son élevage. Alors, ça nous permet aussi de sortir un tableau tel que celui-là, donc où on revoit la marge sur le coût alimentaire, le prix du lait et les coûts alimentaires rendus auges. Et donc ça, c'est les 2 tableaux que je vous ai présentés, c'est les données globales que nous, on aura à disposition. Et après, il y a les feuilles qui seront présentées aux éleveurs sont un petit peu différentes, et où, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se comparer en instantané par rapport aux moyennes des éleveurs de Synovia. Donc, plus il y aura d'élevages qui participeront à ce coût alimentaire dynamique, plus les données que l'on aura à notre disposition seront exploitables et pertinentes et intéressantes. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation des Captech et des résultats technico-économiques. Donc, et vous avez quelques questions, c'est le moment. Effectivement, Laurent, merci pour l'intervention qui est complète et effectivement avec beaucoup de chiffres, c'est pas toujours facile à distance. Donc, on a effectivement quelques questions qui ont été posées. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Il y a une question sur y a-t-il une corrélation entre la quantité de concentré distribué et la production laitière? C'était sur tes premières diapositives, du coup, où tu présentais la synthèse des Captech. Et est-ce que ça a été croisé, voilà, ces 2 données-là? Ça n'a pas été forcément croisé. Par contre, oui, je pense qu'il y a quand même une corrélation, parce qu'on voit sur un des chiffres, on voyait que la quantité, les grammes par litre, selon qu'on avait beaucoup de lait ou peu de lait, étaient les mêmes. Donc, plus on va en mettre, plus il y aura de lait. Il y a quand même une corrélation. Après, il y a un effet génétique, hein, c'est pas systématique. En fait. On présente des moyennes, mais dans un même système, il y a encore beaucoup plus d'écart qu'entre les systèmes, si on veut comparer. Ensuite, il y a une deuxième question. Quand tu présentais la comparaison sur les systèmes fourragers, est-ce que les régions de production au niveau de Synovia, donc est-ce que les zones de production influencent l'efficacité des systèmes fourragers, et notamment entre enrubanage et maïs ensilage, qui sont peut-être pas faites sur la même zone, et donc du coup peut avoir aussi une incidence? Après, c'est certain qu'il y a un effet zone, parce qu'on voit la majorité des élevages qui sont
disait qu'il y avait des céréaliers qui utilisaient leurs céréales et qui étaient en base ration plutôt foin. On va plutôt les trouver en Charente-Maritime et en Sud-Vendée, ces élevages-là. Mais c'est plus en fait, le système est plutôt adapté à la région en fonction de ce qu'on va avoir de disponible. Sur la Vendée, il y a beaucoup d'ensilage de maïs parce que historiquement, ça vient bien et on n'a pas trop de terre. Il y a moins de terre à luzerne pour faire des fourrages, un enrubanage de qualité. Quand on va être sur le sud Maine-et-Loire, on va avoir plus de facilité à faire de la luzerne ou des fourrages et de l'herbe de qualité, ou même Maine-et-Loire. Et donc là, on va plutôt avoir des élevages qui vont être en enrubanage et là, plutôt de qualité. Selon les régions, ça joue quand même sur le type de ration. Après, on peut faire des rations. Il y a aussi des élevages en enrubanage en Vendée, il y a aussi des rations foin en Maine-et-Loire. Ça n'empêche pas. Très bien. Et alors là, je pense qu'il faut peut-être remettre la diapositive. C'était sur la diapositive 10, sur l'autonomie, où tu avais tes deux groupes, plus et moins de 55%. Oui. Oui. Et la question, c'est pourquoi mettre en avant l'autonomie si au final, elle semble moins rentable? Alors, en fait, on parle beaucoup d'autonomie dans la nature. Alors, l'idée de faire un focus sur l'autonomie, c'était pour voir ce qu'il en était. Alors, je ne sais pas si c'est la mettre en avant ou pas. Après, je trouve que c'est vrai que les élevages qui recherchent l'autonomie, ils vont pas avoir le même profil que ceux qui sont moins autonomes. En fait, eux, ils cherchent plus la productivité. C'est pas les mêmes. C'est pas des éleveurs qui ont forcément les mêmes objectifs. Alors après, ça engendre d'autres questions. Hein. C'est aller jusqu'où en autonomie. C'est vrai que quand on regarde la moyenne de lait, c'est vrai que les élevages plus autonomes ont moins de lait. Après, la marge brute est quand même meilleure. Après, quand on arrive, c'est par UMO-caprine hein, qu'elle est plus faible. Alors après, pourquoi ces élevages ont plus de manœuvres? Est-ce que c'est du fait qu'ils soient plus autonomes ou pas? C'est pas forcément parce qu'ils sont plus autonomes qu'il y a plus de manœuvres. Parce qu'en fait, quand on regarde les résultats, c'est juste qu'ils ont moins de chefs par UMO, hein, globalement, je pense. Hein. La différence, elle est là hein, sur les résultats. Et puis, il y avait une dernière question, mais alors, j'ai pas noté sur quelle diapositive c'était. Ça devait être sur peut-être sur la fin, les systèmes alimentaires. Il y avait 6 élevages en enrubanage et contre 16 en ensilage maïs. Et la question était sur la comparaison est-elle fiable? C'est les limites des moyennes, je pense, mais je te laisse répondre. Alors, c'est bien pour ça qu'on voulait faire une synthèse régionale, une synthèse interrégionale qui était prévue à la base lors de Caprinov et où on aurait eu des moyennes qui auraient été plus intéressantes et plus fiables. Alors, quand on est sur le groupe ensilage de maïs avec les élevages, on a des données qui sont fiables et qui sont pertinentes. C'est vrai que pour les 3 autres groupes où on n'a que 6 élevages, ça reste trop faible pour en tirer des conclusions. Ça donne une tendance, mais ça peut être trompeur. J'ai fait le tour des questions qui avaient été posées. Antoine, est-ce qu'il te reste des questions? Comme je sais que tu les écris pas. Moi, simplement, là, sur la diapo qu'on a en face de nos yeux, on a différencié les élevages bio des autres. Est-ce que sur les autres systèmes, on pourrait pas aussi le faire? Parce que c'est vrai que je trouve que de temps en temps, ça fausse quand même un petit peu les moyennes. Même si on en a que 2 ou 3, dès qu'il y a un prix d'huile de lait qui est 200 € au-dessus, tout de suite, on pourrait avoir tendance à se dire, tiens, le pâturage, tout ça, c'est top. Alors finalement, c'est parce que c'est les éleveurs bio qui ont un prix de lait plus élevé. Tout ça. Est-ce que c'est une remarque? Après, je trouve ça très intéressant. Hein, moi, mais c'est une remarque comme ça.
Bah, ça rebondit sur la question d'avant, hein. C'est encore le problème, c'est que si on enlevait les bio, on se retrouvait encore avec des groupes encore plus petits et pas forcément intéressants non plus, quoi. D'accord. Parce que tu vois, c'est des groupes de 6, quoi. Alors, si tu enlèves 3 bio, t'en as plus que 3, quoi. Enfin, mais peut-être qu'on aurait dû les enlever, hein. Peut-être qu'on aurait dû les enlever quand même. Remarque, en tout cas, il faut l'avoir en tête. Faut bien, voilà, Oui, faut le c'est pour prendre ça en que je le compte parce que précise. c'est vrai que ça peut. Ouais. C'est bien pour ça que je le précise, de toute façon. Très bien. Juste sur l'outil de coût dynamique, Laurent, peut-être juste repréciser comment sont collectées les informations et le temps que cela nécessite pour la collecte des informations de façon à dédramatiser la situation. Ouais. Alors, en fait, c'est nous, enfin, historiquement, moi, je faisais pas mal de coups de concentré. Donc, en fait, on reprend, là, on prend juste en plus les pays de lait. Donc, il faudrait, ça s'adresse plutôt aux élevages qui ont des suivis réguliers quand même, avec des visites régulières dans l'élevage, parce qu'en fait, pour que ce soit intéressant, il faut relever régulièrement les données. Et donc, oui, je suis perturbé, il y a du monde qui rentre dans la salle, là, excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, je disais donc, oui, les données, en fait, ça s'adresse plutôt à des élevages où on a des passages réguliers parce que l'intérêt, c'est de le faire tous les mois ou tous les 2 mois au pire. Et donc, dans la prise de données, ça peut aller très vite. Il faut en amont que l'éleveur, faut préciser à l'éleveur qu'il nous sorte déjà les payes de lait et les factures d'aliments pour que lorsqu'on arrive, l'enregistrement d'une paye de lait, c'est très rapide. L'enregistrement des factures d'aliments, c'est rapide aussi. Et après, on remet en phase la ration qu'on aura discutée et qui a été donnée depuis la dernière fois. Et ça demande entre 10 minutes et un quart d'heure à saisir au maximum.